Je tiens à remercier naturellement les organisateurs de ce colloque, tout particulièrement Marie Cornu et Jérôme Fromageau, qui nous donnent toujours de belles opportunités de nous exprimer. C'est très appréciable. Pour ma part, donc, j'aborderai la question de la singularité de la dation comme outil régalien. Alors, il faut d'abord savoir que pour moi, la dation, c'est avant tout un sujet théorique très intéressant à exploiter. Et c'est aussi, comme nous l'avons vu ce matin et comme nous allons le voir pendant ces 2 jours, un sujet opérationnel, en pratique aussi très intéressant. Donc, je pense qu'on pourra coupler nos différentes approches. La dation, donc, est un outil régalien par excellence. Un outil qui est mis en œuvre au terme d'une procédure centralisée et qui ne va bénéficier in fine qu'à la propriété de l'État. D'ailleurs, la dation et la donation dans la loi de 68 étaient toutes deux orientées vers la seule propriété de l'État, un État propriétaire qui dispose de privilèges d'acquisition qui lui sont propres. Avant toute chose, et pour éviter toute méprise, il convient de préciser que dans ce contexte, lorsque je parle d'État, je vise l'État au sens organique du terme, l'État en tant que personne juridique, en tant que personne morale de droit public, distincte des collectivités territoriales. C'est toute l'ambiguïté de la nature de l'État qui est à la fois personne juridique et puissance publique, objet de droit et source de droit. En tout cas, en tant que personne juridique propriétaire, l'État se singularise dans le paysage de la propriété publique, notamment au travers des outils d'acquisition dont il est le seul à disposer, comme la dation en paiement. C'est ce qui singularise la dation parmi bien d'autres choses, car elle constitue un privilège de l'État. C'est un privilège qui exprime à la fois la compétence fiscale de l'État et sa figure de collectionneur, de propriétaire culturel. Et il est intéressant de voir comment, d'un moyen d'acquitter de l'impôt en nature, la dation s'est transformée en une modalité très importante d'entrée des œuvres dans les collections, comme nous l'a montré Claire Chastagnier tout à l'heure. Je chercherai donc pour ma part à démontrer en quoi la dation mobilise la propriété de l'État comme un levier exceptionnel de protection. Finalement, que nous dit l'outil de la dation sur les spécificités de la propriété culturelle de l'État? Tout d'abord, je vais essayer de montrer comment la dation incarne une tendance générale de la propriété étatique qui est de créer des sortes de monopoles de propriété. En effet, l'État est non seulement le seul destinataire de la dation, mais cet outil tend aussi à conforter l'existence d'une sorte de noyau dur de la propriété de l'État qui serait composé des biens culturels et naturels les plus précieux. J'étudierai donc d'abord la composition de ce noyau dur, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup à propos de la propriété de l'État, au prisme de l'outil de la dation, avant de m'interroger sur les conséquences de cette propriété quasi monopolistique en matière de partage de la jouissance et de répartition des biens sur le territoire. Les biens donc qui peuvent faire l'objet d'une dation à l'État, qui lui sont en quelque sorte réservés, sont d'une nature tout à fait particulière. Il s'agit, on l'a vu, des œuvres de haute valeur artistique ou historique, mais aussi des espaces naturels, littoraux et forestiers. Ce qui constituera peut-être le caractère, pour ne pas dire hors sujet, un peu à part de ma présentation. Je parlerai du littoral dans le cadre d'un colloque au musée Picasso. La dation, donc, peut-être d'abord conçue comme une mesure de circonstance, est devenue un outil d'acquisition étatique presque classique au bénéfice de l'enrichissement de ce noyau dur du patrimoine de l'État. Concernant les œuvres, tout d'abord, toutes ne peuvent pas faire l'objet d'une dation en paiement, nous l'avons vu, et cela ressort déjà dans le projet de loi, dans les débats parlementaires, l'idée que seules les œuvres exceptionnelles ont vocation à rejoindre le patrimoine de l'État par ce biais. Jean-Pierre Changeux, ancien président de la commission, affirmait avec force que les biens pouvant être offerts en dation ne sont pas des œuvres de tout venant. Le député Mainguy, dans les débats parlementaires, quant à lui, souligne le souci de limiter le champ d'application de la loi aux œuvres importantes. Cette volonté de restreindre le champ d'application de la dation aux œuvres exceptionnelles peut être interprétée d'une manière symbolique et d'une manière aussi tout à fait pratique. Symboliquement, c'est une restriction qui exprime une caractéristique importante de la propriété culturelle de l'État, qui est d'être naturellement orientée vers les biens les plus rares et précieux,
le qualificatif de national en deviendrait presque un synonyme lorsqu'on parle de domaine national, de collection nationale. Ça évoque tout de suite l'idée que l'État n'est pas un propriétaire comme les autres parce qu'il s'inscrit au sommet d'une échelle de valeur. Et donc c'est donc à la fois la valeur des biens qui va commander leur appropriation par l'État et en retour leur incorporation dans le patrimoine de l'État qui les auréole d'une signification particulière. Mais de façon beaucoup plus pratique, cette restriction aux objets de haute valeur artistique ou historique avait aussi pour objectif de faire accepter la dérogation à la règle du paiement de l'impôt en espèces. Et donc en ce sens, la mesure de la dation est autant exceptionnelle que les biens auxquels elle s'applique. Le caractère totalement étatique de la dation ressort de la dénomination de la loi intitulée « Loi tendant à favoriser la conservation du patrimoine national ». Cette loi, on l'a dit à plusieurs reprises, avait pour objectif d'endiguer la fuite à l'étranger des œuvres des collectionneurs. Cependant, ce terme de national, Madame de Saint-Pulgent, vous l'avez mentionné, revêt une pluralité de sens. Le national, c'est à la fois le territoire auquel se rattache symboliquement l'État, dans une logique de nationalisme culturel, mais le national évoque aussi le patrimoine de l'État au sens propriétaire. Et les débats parlementaires de 68 entretiennent cette ambiguïté en parlant tour à tour de la volonté de maintenir les collections sur le territoire, mais aussi de l'intention d'enrichir le patrimoine artistique de l'État en tant que personne morale de droit public. La loi de 68 est donc conçue dès le départ comme une loi pour l'État, et elle incarne, à mon sens, différentes caractéristiques de la propriété culturelle de l'État, son caractère monopolistique, sa valeur hautement symbolique, mais aussi toute l'ambivalence de l'intervention de l'État en matière culturelle. C'est un outil qui s'est peu à peu transformé. On a le sentiment que d'un outil exceptionnel et très circonstancié, la dation s'est transformée en un outil d'acquisition peut-être quasi générique, avec l'élargissement progressif du champ d'application de la dation, qui a vocation désormais aussi à s'appliquer aux espaces naturels, littoraux et forestiers. Cette loi donc n'est pas restée une loi de circonstance. Et l'élargissement de la dation peut-être témoigne de la plasticité de la dation en tant qu'outil juridique et de la volonté de l'État d'exploiter tous les bénéfices de cette loi au-delà des circonstances qui l'ont vu naître. Depuis la loi de finances pour 1996, l'État peut désormais recevoir aussi en dation des immeubles situés dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral, ainsi, depuis 2001, ainsi que des bois et forêts qui pourraient intégrer le domaine forestier de l'État. Je me concentrerai pour ma part sur l'élargissement de la dation aux espaces littoraux. Il se trouve que l'étude de la jeunesse de la loi de 1996 est tout à fait intéressante, car elle révèle qu'en fait la dation a été proposée, envisagée dès 1975 dans les débats parlementaires relatifs à la création du Conservatoire de l'espace littoral. Et depuis, les propositions se sont répétées quasiment tous les ans jusqu'en 1996, ou 95, pardon, où la dation est finalement ouverte du coup aux espaces naturels. Le budget s'est longtemps opposé à cette mesure en vertu de différents principes. Le ministre délégué au budget a fait part, lors d'un débat parlementaire de 1991, de son regret de ne pas avoir vu la loi de 68 étudiée par le Conseil constitutionnel en raison de l'atteinte au principe de non-affectation des recettes et du paiement de l'impôt en espèces. La loi de 68 est présentée par le budget comme étant une loi très exceptionnelle visant à remplir un objectif bien particulier, à savoir empêcher la fuite des œuvres à l'étranger. Comme il l'est souvent rappelé dans des documents préparatoires, le littoral, lui, ne risque pas de fuir, ce qui est d'ailleurs l'une des principaux arguments du ministère. Certains, oui, la montée des eaux, oui. Certains représentants du budget aussi dans les années 90 se plaignent des demandes répétées de l'élargissement de la dation à différents immeubles, les monuments historiques, les sites. Et c'est d'ailleurs en raison de la nature immobilière des biens proposés en dation que le budget s'est montré très réticent par crainte de charges d'entretien trop importantes ou d'hypertrophie du domaine public de l'État. Et enfin, le budget avance très souvent qu'il y a d'autres moyens à disposition pour protéger le littoral, l'acquisition amiable, le classement, l'inscription, l'expropriation, le droit de préemption, etc.
De l'autre côté, les acteurs en faveur de l'élargissement de la dation, donc le Conservatoire du littoral et le ministère de l'Environnement, ont toujours eu à cœur de se rattacher à la loi de 68, dans une logique de filiation, pour finalement utiliser le succès de la loi de 68 pour les œuvres d'art au bénéfice des espaces naturels. Cette inscription dans la loi de 68 avait là encore une portée très symbolique et aussi très pratique. Symboliquement, il est intéressant de noter que l'administration essaye de lier conceptuellement patrimoine naturel et patrimoine culturel. On voit ça dans une note que je cite. Cette disposition fiscale dont bénéficient déjà les œuvres d'art constitue une avancée conceptuelle très intéressante, car pour la première fois, le patrimoine naturel de la nation est mis sur le même pied que son patrimoine culturel. De façon beaucoup plus pratique, la référence à la loi de 68 visait à faire accepter le processus en arguant de son efficacité. C'est un processus qui avait déjà été éprouvé. D'ailleurs, on retrouve toujours la référence à la commission des dations et l'élargissement de la dation des espaces naturels va créer une commission exactement similaire pour l'acceptation de ces dations afin de montrer qu'il n'y avait pas de risque d'hypertrophie du domaine de l'État, car il y avait une sorte de filtre, de commission chargée d'apprécier l'entrée de ces biens dans le patrimoine de l'État. La mise en route de ces nouvelles dations a été très lente. Les premières dations sont concrétisées en 2002, mais c'est un outil qui a permis à l'État quand même d'acquérir des espaces exceptionnels, par exemple comme l'île de Port-Cros. Mais on peut en citer aussi beaucoup d'autres. Donc la dation, finalement, la loi de 68 a eu une portée qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer au départ et qui renforce cette figure de l'État propriétaire des biens culturels et des biens naturels. On peut se demander désormais quelle est la conséquence de cette propriété monopolistique de l'État lorsqu'on aborde la question de la répartition de la jouissance des œuvres sur le territoire. En réponse à cette question, il a tout d'abord été refusé, on l'a vu, d'élargir le bénéfice de la dation à d'autres propriétaires publics. La répartition des œuvres va se faire plutôt par l'affectation et non pas par la propriété. Le bénéfice exclusif de la dation à l'État ne souffre aucune exception. Elle profite à l'État seulement en tant que personne morale de droit public unique et ses démembrements fonctionnels, donc les établissements publics, eux, ne deviennent pas propriétaires. Pour autant, on l'a vu avec M. Pellas, dès la loi de 68, des voix se sont élevées pour demander à ce que la dation soit élargie aux collectivités territoriales. Le député Mainguy rejette cette proposition en rappelant le souci de limiter le champ d'application de la loi aux œuvres importantes en évitant la multiplication de dons d'objets sans intérêt a fait renoncer à cette extension. Michel Debré, quant à lui, rajoute et dit entendre et répondre à des revendications qu'il qualifie de provinciales. Ces deux arguments surprennent un peu par leur formulation. Une extension des bénéficiaires serait incompatible avec la volonté de se limiter aux objets les plus précieux, donc les collectivités territoriales n'auraient vocation qu'à posséder des biens de second ordre. De manière générale, c'est une approche des choses et des éléments de langage qui sont aujourd'hui très dépassés dans une logique de décentralisation. Mais l'argument surprend aussi parce que peut-être il y aurait eu un argument beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique qui aurait pu être avancé, à savoir que le principe de la dation, c'est que la personne créancière reçoit directement le paiement en nature en échange de l'extinction de la dette. Il ne peut pas y avoir de dissociation entre la personne créancière de l'obligation et la personne qui bénéficie du paiement en nature. Pour autant, malgré cette opposition qui aurait pu être assez simple, cette demande ressurgit périodiquement dans des débats parlementaires de façon très discrète ou dans des rapports. La question, c'est peut-être pas tellement la faisabilité de la mesure. En fait, derrière cette revendication, il y a une volonté plus générale de décentraliser le patrimoine par la propriété. Les œuvres et immeubles issus de donations ont donc vocation à intégrer seulement le patrimoine de l'État, et ce, de façon plus ou moins définitive. On parlait tout à l'heure de la question du potentiel déclassement de ces œuvres, notamment pour être restituées. Ce qui est certain, c'est que les biens qui sont acquis en dation ne peuvent pas circuler entre personnes publiques en vertu des dispositions prévues par le CG3P et le Code du patrimoine qui permettent de faire circuler les biens sans déclassement entre personnes publiques. Les biens qui sont entrés par dation sont exclus du champ d'application de ces mesures.
Même si l'État est l'unique propriétaire, il n'est pas l'unique possesseur de ces biens, car cette propriété unique ne doit pas occulter la politique de dépôt en région qui fait partie intégrante de la procédure de la dation. Je serai brève sur ce sujet car nous écouterons demain une intervention sur cette question du dépôt des dations qui est une question particulièrement riche. On peut, en un sens, considérer que la question du dépôt des dations fait indirectement partie du processus d'agrément. Je parle sous le contrôle des membres de la commission. Lorsque la commission des dations s'interroge sur la présence de pièces similaires dans les collections publiques et sur la façon dont les œuvres proposées pourraient venir les compléter, elle s'interroge tout naturellement sur le lieu futur du dépôt. D'ailleurs, Agnès de la Baumelle, qui était conservatrice au Musée national d'art moderne, rappelle que la vocation nationale de la commission est importante et oblige à répertorier toutes les œuvres de province qui pourraient être équivalentes à celles proposées en dation. C'est donc les collections publiques dans leur ensemble qui sont appréhendées et pas seulement les collections nationales au sens des collections de l'État que la dation a vocation à venir enrichir. La décision finale du dépôt ne revient de toute façon qu'au ministère qui va choisir souverainement le lieu du dépôt. Il n'est lié par aucune disposition testamentaire et ça, Ronan nous en parlera. C'est ce qui fait la différence avec la donation. On peut citer des dations qui ont été quasiment conçues pour enrichir un musée en région, comme le cas des Cézannes pour le musée Granet à Aix-en-Provence. On retrouve aussi très souvent un lien très intime entre les biens composant une dation et le choix du dépôt qui a été fait. Les manuscrits de Jules Verne à Nantes, par exemple, une collection d'ouvrages anciens sur l'histoire de la Lorraine à Metz. Voilà, il y a une sorte d'adéquation entre les biens reçus en dation et le lieu du dépôt. Je terminerai là-dessus et j'aimerais conclure en insistant sur la richesse de l'outil de la dation qui est devenu un outil d'acquisition de l'État et qui s'est élargi avec le temps et qui incarne vraiment une prérogative de l'État propriétaire. Nous avons vu, c'est un outil qui incarne la dimension monopolistique de la propriété de l'État, mais aussi sa fonction de répartition des biens sur le territoire, de répartition de la jouissance. Je vous remercie pour votre attention.